L'histoire que je vais vous raconter aujourd'hui prend place le vendredi 14 septembre 2007 dans l'une des gares les plus fréquentées de Londres, King's Cross. Il est un petit peu plus de 11 heures, les voyageurs se croisent, pressés, certains partent travailler, d'autres reviennent de déplacement, les annonces se succèdent au micro. Au milieu de cette foule, un adolescent traverse le hall. Un sac noir sur l'épaule, un t-shirt de groupe de métal, des lunettes, les cheveux châtains qui lui tombent légèrement sur les yeux. Il ne court pas, il ne semble pas paniquer. Il sort tranquillement par la grande porte vitrée sur Euston Road et disparaît dans la rue. Son nom, c'est Andrew Gosden, il a 14 ans. Ce moment-là, c'est quelques secondes captées par une caméra de vidéosurveillance. C'est la dernière image confirmée que l'on a de lui. Ça fait quasiment 20 ans qu'on le cherche. Ce matin-là, il a quitté sa maison à Doncaster, dans le nord de l'Angleterre. Il a pris un train pour Londres, seul, sans prévenir personne. Depuis, plus rien. Pourquoi ? Où comptait-il aller ? Qu'est-ce qui a poussé ce garçon sans histoire à monter dans ce train pour ne jamais revenir ? Quelqu'un sait-il quelque chose ? On va revenir ensemble sur l'une des disparitions les plus mystérieuses du Royaume-Uni. Andrew Paul Gosden est un adolescent britannique de 14 ans au moment des faits. Il vit avec sa famille à Balby, une banlieue de Doncaster dans le South Yorkshire. À la maison, ses parents, Kevin et Glenys, sont chrétiens anglicans, pratiquants, mais plutôt ouverts d'esprit. Tellement ouverts qu'ils ont fait en fait le choix peu commun dans la communauté de ne pas faire baptiser Andrew, ni d'ailleurs sa sœur aînée Charlotte, pour ne rien imposer à leurs enfants, leur laisser la liberté de choisir plus tard. Andrew grandit donc dans un foyer aimant, stable, sans violence, avec ses parents et sa sœur Charlotte de 2 ans, son aînée. Chez lui, tout le monde l'appelle Roux. C'est son petit surnom dans la famille et ses copains le surnomment Andy Roux. C'est un garçon timide, réservé, très intelligent. Il fait partie d'un programme pour élèves surdoués avec un dossier scolaire quasi parfait. Il a, et ça c'est important, 100% de présence à la Macaulay Catholic High School, ça veut dire qu'il n'a jamais manqué l'école. Il a même remporté des prix en mathématiques. Tout le monde le voit sur une trajectoire brillante, peut-être plus tard dans une grande université comme Cambridge. Mais dans sa tête, l'école c'est une formalité, il a le sentiment de se reposer sur ses lauriers. Il fait ce qu'il faut, il travaille sans se plaindre, mais ce qui l'anime vraiment, lui, ce sont ses passions. Les profs le décrivent comme calme, mature pour son âge, jamais dans le conflit. Ses parents parlent de lui comme d'un caractère profond, un garçon qui écoute beaucoup, qui parle peu et qui ne dit quelque chose que quand il y a longuement réfléchi. Dans la vie de tous les jours, et pour bien comprendre le caractère d'Andrew, il est plutôt casanier. Il aime rester dans sa chambre, plongé dans ses loisirs. Il ne sort presque jamais sans prévenir ses parents où il va. Il a un petit cercle d'amis à l'école, des gens avec qui il partage ses centres d'intérêt, mais il ne les fréquente quasiment jamais en dehors des cours. Ça veut dire qu'il les fréquente à l'école et en dehors des cours, lui, il préfère rester chez lui, dans sa chambre. Rien n'indique qu'il soit, à l'époque en tout cas, harcelé ou qu'il souffre de dépression. Côté passion, on y arrive. Andrew a un profil geek, vous l'avez compris, plutôt tranquille. Il adore les jeux vidéo et surtout la musique rock metal. C'est simple, si on entre dans sa chambre d'ado à l'époque, on voit tout de suite les posters de ses groupes préférés accrochés au mur, comme par exemple Slipknot. Sur son sac en toile noire, il a cousu des patchs de ses groupes préférés. Il collectionne aussi des pierres minérales, des fossiles, une passion qu'il partage avec sa grand-mère lors de visites à Londres, puisque sa grand-mère vit à Londres. Physiquement maintenant, même si vous avez vu certaines de ses photos, Andrew porte des lunettes à forte correction. Il a les cheveux châtain clair qui tombent sur son front. Il a aussi un signe distinctif très particulier, un double repli du cartilage sur l'oreille droite. Quelques jours avant sa disparition, il aurait parlé de se teindre les cheveux en noir pour affirmer un peu plus son style du coup rock metal. Tout ça dessine le portrait d'un ado discret, intelligent, passionné
un peu dans sa bulle, ça on le comprend. Et surtout, il n'a aucun antécédent de fugue, rien, a priori, ne laissait penser qu'un jour, il partirait sans rien dire. Malgré son côté indépendant, Andrew est très proche de sa famille, en particulier de sa sœur aînée Charlotte. Tous les deux partagent cette passion pour la musique rock, ils lisent ensemble des magazines. À la maison, la famille Gosden aime passer du temps ensemble. Le soir, Andrew et son père peuvent passer facilement 1 heure à faire des puzzles sur ordinateur. Puis ils regardent des émissions comiques en famille. Kevin et Glennis encouragent l'autonomie de leurs enfants. Quand Andrew leur dit à 13 ans qu'il trouve l'église ennuyeuse et qu'il préfère arrêter d'y aller, eh bien il l'accepte. À l'été 2007, peu de temps avant la rentrée, ses parents lui proposent une première vraie expérience d'indépendance. Tu ne voudrais pas prendre le train tout seul jusqu'à Londres pour aller chez ta grand-mère ? Mais Andrew refuse. Il n'est pas très chaud, en fait, de voyager seul. Ça ne l'enthousiasme pas. Ses parents se disent que c'est normal, il a 14 ans, avec le recul. Ce détail va prendre une couleur assez bizarre, quelques semaines plus tard. Il fera exactement ce trajet, mais pas pour aller chez sa grand-mère. Début septembre 2007, la nouvelle année scolaire commence. Andrew est en classe de 4e, en tout cas c'est l'équivalent français. Les premiers jours se passent normalement, sauf un petit détail qui va encore une fois ressortir après coup. 2 fois dans la semaine qui précède sa disparition, Andrew ne prend pas le bus scolaire pour rentrer. Ça ne lui ressemble pas, il ne l'a jamais fait. Il rentre à pied, soit quasiment 6,5 km. À chaque fois, ça fait plus d'1 heure de marche. Encore une fois, ce n'est pas son habitude. Ses parents s'en étonnent gentiment, lui font la remarque, lui demandent pourquoi, mais sans trop chercher. Andrew reste assez flou dans tout ça. Peut-être voulait-il juste marcher, réfléchir, profiter du grand air. Sur le moment, on n'y voit rien d'inquiétant. Mais quand on sait ce qui va se passer par la suite, difficile de ne pas se poser la question suivante. Est-ce qu'il n'était pas en train, déjà, de tester quelque chose, d'explorer une idée ? La veille des faits, le jeudi 13 septembre 2007, chez les Gosden, tout semble normal. Kevin décrira d'ailleurs cette soirée comme totalement anodine. La famille dîne ensemble, Andrew aide à la vaisselle, comme à son habitude. Ensuite, il passe environ 1 heure avec son père à assembler un puzzle sur l'ordinateur. Plus tard, il rejoint sa mère dans le salon pour regarder leur émission comique préférée qui s'appelait en tout cas à l'époque Mock the Week. L'atmosphère est détendue. Vers 22h30, tout le monde monte se coucher. Andrew dit bonne nuit à ses parents. Pas de dispute, pas de crise, pas de phrases étranges, rien. C'est la dernière soirée ordinaire qu'ils passeront avec lui. Le lendemain matin, le vendredi 14 septembre, Andrew est censé se rendre au collège, comme d'habitude. Et c'est là que, pour la première fois, quelque chose détonne. D'ordinaire, Andrew se réveille tout seul, sans difficulté. Ce matin-là, il a du mal à sortir du lit. Il est grognon, il traîne, d'humeur maussade. Sa mère le trouve inhabituellement difficile à réveiller. Elle se pose la question suivante, est-ce qu'il a mal dormi ? Est-ce qu'il pense à quelque chose ? Glennis voit surtout, en tout cas à ce moment-là, un ado dans un mauvais jour, rien de plus. Vers 7h30, Andrew finit par s'habiller, il enfile son uniforme bordeaux et gris de la Macaulay Catholic High School. À 8h05, il quitte la maison, qui est située au 63 Little Moor Lane, à Balby. Il dit au revoir à sa mère, qui part travailler. Il annonce qu'il va prendre le bus scolaire, comme tous les jours. Un voisin le voit passer devant le parc de Westfield, direction son arrêt de bus. Tout semble normal. Sauf qu'Andrew ne montera jamais dans ce bus. Dès qu'il est sûr de ne plus être vu, Andrew va bifurquer. Au lieu d'aller vers l'arrêt de bus, il se dirige vers un distributeur de billets qui est situé à proximité. Il est environ 8h10, 8h15 quand il insère sa carte et retire 200 livres sterling en liquide. En fait, c'est presque tout ce qu'il a sur son compte. Il avait à l'époque 214 livres sterling, mais le distributeur ne donne que par tranche de 20. Il va donc prendre le maximum possible, autrement dit 200. Ce retrait est bien sûr enregistré, mais sur le moment, personne ne le sait. Une fois l'argent en poche, Andrew va revenir vers la maison.
La maison est vide, bien sûr, ses parents sont au travail, sa sœur est déjà partie en cours. Andrew monte dans sa chambre, il enlève son uniforme, met sa chemise et son pantalon dans le lave-linge, il accroche sa veste de blazer sur la chaise, il se change, il met un t-shirt noir Slipknot, met un jean noir, des baskets sombres, il met sa montre bracelet au poignet gauche. Il va prendre ensuite son sac à dos en toile noire, celui décoré de patchs de groupe de rock, et glisse, écoutez bien, à l'intérieur, son portefeuille, qui est maintenant rempli de 200 livres sterling, ses clés, sa console PSP, et c'est tout. Pas de chargeur pour la console, pas de veste ou de sweat, juste un t-shirt. Son passeport, pourtant utile pour voyager, va rester dans le tiroir. Plus étrange encore, il va laisser environ 100 livres sterling en liquide sur son bureau, de l'argent d'anniversaire qu'il avait économisé. Si son plan était de fuir longtemps, pourquoi ne pas prendre tout l'argent ? Vers 8h35, il ressort de la maison, la caméra du voisin le filme à nouveau, cette fois il est en tenue noire, sac sur l'épaule, il descend Little Moor Lane vers le parc et plus loin, vers la ville. Andrew vient de sortir pour la toute dernière fois de chez lui. Mais au lieu d'aller vers l'école, Andrew marche en direction de la gare de Doncaster. On peut à ce moment-là deviner qu'il va longer les rues, peut-être avec de la musique dans les oreilles, concentré sur ce qu'il s'apprête à faire. Il arrive à la gare un petit peu avant 9h30. Là, il va se présenter au guichet, il va demander un billet de train pour Londres King's Cross. Le vendeur, c'est ce qu'il dira en tout cas après quand il sera interrogé, va lui proposer un aller-retour, lui expliquant que ça ne coûte que 50 pence de plus qu'un aller simple. Mais Andrew insiste, non, je veux juste un aller simple, s'il vous plaît, et ce sont les seuls mots qu'il va prononcer. Il va payer en liquide 31 livres sterling et 40 pence. Ce refus d'acheter un billet retour pour cette maigre différence va devenir l'un des détails les plus troublants de toute l'affaire. Est-ce qu'à ce moment-là, il a déjà décidé qu'il ne reviendrait jamais ? Le prochain train direct pour Londres à ce moment-là part vers 9h35. Andrew monte à bord. Le train est relativement plein ce vendredi matin. Une femme qui partait pour le travail va se souvenir plus tard s'être assise à côté de ce garçon calme en t-shirt de rock, concentré sur sa PSP, c'est ce qu'elle dira. Elle expliquera aux enquêteurs qu'il n'a quasiment pas parlé, il semblait absorbé par son jeu. Rien dans son attitude ne laisse deviner qu'il est en train de changer sa vie. Pendant ce temps-là, à Doncaster, tout le monde pense qu'il est en cours. À 9h, donc, vous l'avez compris, Andrew aurait dû être en classe. Quand il ne se présente pas, l'école va faire ce que font toutes les écoles quand un élève est absent. Ils essaient de prévenir les parents. Sauf que ce jour-là, et c'est ça qui est dingue, un malheureux concours de circonstances va retarder l'alerte. Le lycée se trompe de numéro en appelant et va laisser un message vocal à une autre famille. Kevin et Glenys, en fait, ne reçoivent donc aucune alerte. Ils ne sont pas prévenus que Andrew, que leur fils, est absent, n'est pas à l'école. Et si ce coup de fil avait été passé au bon numéro, ils auraient peut-être pu réagir dans la matinée. Ils auraient été au courant rapidement. Mais écoutez bien, l'info ne leur parviendra que bien plus tard. Pendant ce temps-là, Andrew est déjà à des centaines de kilomètres. Vers 11h20, le train arrive en gare de London King's Cross. Andrew descend sur le quai, il se mêle aux voyageurs, aux nombreux voyageurs. Les caméras de la gare captent ses mouvements. À 11h25, une caméra filme Andrew quittant la gare par la sortie principale sur Euston Road. L'image est granuleuse, mais on le reconnaît. Son t-shirt noir, son jean sombre, son sac à dos noir, ses lunettes, ses cheveux châtains. Il marche d'un pas normal, pas de panique, pas de course. Et ensuite, plus rien. Aucune autre caméra, nulle part, ne permettra de le suivre. On ne sait pas s'il a pris le métro, s'il a pris un bus qui, à l'époque, est gratuit pour les moins de 16 ans, ou s'il a continué à pied vers un quartier précis. Andrew, c'est simple, se volatilise dans Londres. Il n'a pas de téléphone portable sur lui, il en avait un avant, mais il l'a perdu. Il avait préféré demander une Xbox plutôt que de le remplacer à l'époque.
Pas de géolocalisation, donc pas de message. 14 ans, seul à Londres, avec 200 livres sterling dans son sac et aucune trace après 11h25. Pendant qu'Andrew marche quelque part dans Londres, à Doncaster, la journée suit son cours. Ses parents travaillent, sa sœur est au lycée. En fin d'après-midi, écoutez bien, vers 15h30, 16h, Andrew est censé rentrer des cours. En fait, il y a une coutume un peu chez Andrew, c'est quand il rentre de l'école, il s'isole, soit dans sa chambre, soit au sous-sol. Il a un sous-sol où il peut jouer à la console. Alors, lorsque la famille se retrouve pour le repas vers 19h, personne ne s'inquiète vraiment de ne pas l'avoir vu. Il pense qu'il est en bas, qu'il est occupé, peut-être dans sa chambre. Personne n'est allé vérifier en fait. Ce n'est qu'après le dîner, en ne le voyant toujours pas, que le doute va s'installer. Kevin va monter, voir dans la chambre d'Andrew. Il n'est pas là. Il descend au sous-sol, peut-être qu'il s'y trouve. Rien. C'est inquiétant. Il commence à appeler les copains d'Andrew. Est-ce que tu l'as vu aujourd'hui? Est-ce que tu sais où est-ce qu'il se trouve? Tout le monde répond non. Et l'un d'eux d'ailleurs va finir par dire « Mais Andrew n'était pas en cours ce matin. D'ailleurs, logiquement, l'école vous a appelé, vous a laissé un message. » Et là, eh bien c'est le choc. Ils comprennent qu'Andrew n'est pas allé à l'école, qu'il n'est jamais rentré, qu'il est nulle part en fait. Charlotte, la sœur aînée d'Andrew, décrira ce moment plus tard comme la panique la plus totale. Ils vont fouiller aux alentours de la maison, ils vont refaire le trajet vers l'école, en voiture, ils vont scruter les fossés, le parc, les bords de route, rien. À 20h, ils appellent la police pour signaler la disparition. La police de South Yorkshire prend la disparition très au sérieux, mais comme souvent avec un adolescent de 14 ans, l'hypothèse de la fugue est envisagée, et ce, dès le départ. On diffuse un premier signalement d'Andrew. Il a 14 ans, de taille moyenne, plutôt mince, les cheveux châtains, il porte des lunettes. Il est supposé porter son uniforme scolaire parce que à ce moment-là, la famille d'Andrew ignore qu'il est revenu en fait se changer à la maison. Sa mère n'a pas vérifié, par exemple, dans le lave-linge qu'il y avait son pantalon d'uniforme et sa chemise. Elle n'a même pas fait attention forcément au blazer. Des voisins viennent aider aux recherches. On organise une sorte de grande recherche dans le quartier, dans les parcs, les terrains vagues. Glenys ne dort pas. Elle reste réveillée toute la nuit, espérant entendre la porte s'ouvrir, espérant voir son fils. Le lendemain, puis le dimanche, toujours rien. La police commence à fouiller un petit peu plus loin, notamment les berges de rivières, les zones boisées, jusqu'à ce qu'un premier élément clé tombe. En vérifiant les comptes bancaires, les enquêteurs découvrent le fameux retrait de 200 livres sterling le matin de sa disparition à un distributeur près de la maison. Andrew a donc pris quasiment tout l'argent de son compte bancaire. Peu après, un autre choc. On apprend qu'un billet Doncaster, Londres, King's Cross a été vendu ce matin-là à un garçon qui correspond au signalement d'Andrew. L'information tombe un coup près pour la famille. Ce n'est pas seulement une disparition locale, Andrew a quitté Doncaster volontairement et sa piste donc mène jusqu'à Londres. Sachant qu'Andrew est arrivé à King's Cross, la police de South Yorkshire demande de l'aide à la British Transport Police et la Metropolitan Police à Londres. On est maintenant quelques jours après sa disparition. Et là, il y a un point qui va beaucoup énerver la famille. Le temps. Les images de vidéosurveillance dans une grande gare comme celle de King's Cross sont évidemment massives. Et surtout, elles ne sont pas conservées éternellement. En fait, au bout d'un moment, vous l'avez compris, eh bien certaines sont écrasées. Généralement, c'est au bout de quelques jours. Au début, la BTP visionne les bandes de vidéosurveillance, mais ne repère pas Andrew. Il est en civil, il n'est pas en uniforme, on recherche un petit peu, pas forcément aux bons endroits, et surtout, on n'a pas les yeux en face des trous, si je peux me permettre. Ils se fond dans la masse, Andrew. Ce n'est que lorsqu'un officier de South Yorkshire se rend sur place et regarde lui-même les images, qu'il identifie enfin Andrew à 11h25, les images que l'on a vues. Et vous l'avez compris, il y a un véritable problème, c'est que ce repérage arrive avec un retard pouvant aller jusqu'à 2 semaines à l'époque. Entre-temps, les images des bus autour de King's Cross et celles du métro proche ont été écrasées
par les cycles d'enregistrement. Autrement dit, si Andrew a pris le métro ou un bus après être sorti de la gare, eh bien les images qui auraient pu le montrer ont disparu. Ça a pris trop de temps de pouvoir identifier Andrew en train de sortir de la gare. Ça a pris facilement, je le redis, 2 semaines. Autant chercher une aiguille dans une botte de foin. Et on n'a plus d'image, on n'a plus rien, on a perdu une occasion en or de le suivre au-delà de sa sortie, de la sortie de la gare. Malgré ça, des témoignages vont affluer, surtout dans les premiers jours. Le soir du 14 septembre, 2 touristes disent avoir vu un adolescent ressemblant à Andrew dans un Pizza Hut sur Oxford Street. Il était seul, il mangeait, il aurait prononcé quelques phrases qui collent à sa façon de parler. Pour la famille, c'est un témoignage très crédible. Mais là encore, les caméras du restaurant n'ont pas été vérifiées assez tôt pour confirmer. Le lundi 17 septembre, quelqu'un va croire le voir errant sur Oxford Street. Ça pourrait correspondre avec les témoignages précédents. Le lendemain, un autre témoin pense l'avoir aperçu dormant sur un banc dans un parc à Southwark, au sud de la Tamise. Le 19 septembre, un signalement venant de l'ouest de Londres recense un ado qui ressemblerait à Andrew, qui serait descendu d'un train local à la station Mortlake, en provenance de Waterloo, avec des vêtements plus chauds que le t-shirt initial. Si c'est lui, vous le comprenez, cela veut dire qu'il a réussi à se procurer un pull ou une veste. Un mois plus tard, à Covent Garden, une femme aborde un garçon qui ressemble fortement à Andrew. Elle lui demande « Est-ce que tu es le garçon dont j'ai vu l'avis de recherche ?» Le jeune va nier fermement. Il va dire qu'il n'est pas Andrew Gosden, il va s'éloigner. Est-ce que c'était lui ? Est-ce qu'il était paniqué à l'idée d'être reconnu ? Ou alors peut-être un garçon qui lui ressemblait et qui était mal à l'aise d'avoir été confondu ? Ça, on ne le saura jamais, encore une fois, malheureusement. Pire, cette femme ne sera interrogée que 6 semaines plus tard par la police. Bien trop tard pour exploiter correctement ce témoignage. Toutes ces pistes qu'on vient d'aborder restent non confirmées. Ce ne sont que des dires, que des témoignages. En tout cas, une chose est claire, depuis la sortie de King's Cross à 11h25, aucun élément tangible ne prouve ce qu'Andrew a fait, où il est allé, avec qui. À partir de là, son compte bancaire ne sera jamais réutilisé, aucun passage de frontière à son nom, son passeport, vous le savez, est resté à la maison, sa PSP, son sac, ses clés n'ont jamais refait surface. Le temps va passer et avec le temps, la famille va pointer plusieurs zones d'ombre dans la gestion de l'enquête. D'abord, le fait que la police se soit un petit peu trop focalisée au départ sur un possible problème familial. Kevin, le père d'Andrew, raconte qu'il a été traité comme un suspect potentiel, interrogé de manière insistante, comme si on cherchait à lui faire avouer qu'un conflit avait poussé Andrew à fuir. Ces pistes internes vont être finalement abandonnées. Aucun élément ne pointe vers une maltraitance ou un drame au sein du foyer. Ensuite, il y a cette fameuse question des caméras, ce retard pour repérer Andrew à King's Cross, l'absence de réquisition des images des bus et du métro autour de la gare, des témoignages prometteurs traités trop tard, Pizza Hut, Covent Garden, dans une ville comme Londres, hyper surveillée, Andrew pouvait être potentiellement filmé des dizaines de fois ce jour-là. Mais faute d'action rapide, eh bien, toutes ces traces se sont évaporées. Face à ces manques, la famille va se mobiliser elle-même, notamment le père Kevin. Il va multiplier les interviews dans la presse, il va participer à des émissions, il va travailler avec des enquêteurs privés et des anciens policiers, un ex-officier de Scotland Yard spécialisé dans les images va s'intéresser au dossier. C'est lui qui émettra une hypothèse. Andrew serait peut-être venu à Londres pour un concert d'un groupe de métal qu'il aimait, qui donnait un concert d'adieu ce jour-là, pas très loin de King's Cross. Alors, il lance un appel aux gens présents à ce concert pour qu'ils puissent fouiller leurs photos, leurs vidéos dans leurs appareils, pour voir si Andrew apparaît par exemple dans la foule. Rien de concluant ne sortira de cette piste, mais elle montre l'ampleur des efforts pour comprendre ce qui a pu attirer Andrew à Londres ce jour-là, parce que c'est là la vraie question. Qu'est-il venu faire à Londres alors qu'il avait école ? Il y a d'autres événements qui sont regardés de près. Un rassemblement de youtubeurs qui avait lieu ce week-end-là par exemple, des concerts de groupes qu'il aimait, des séances de dédicaces.
Rien ne colle vraiment avec certitude. Sans véritable preuve, vous le comprenez, l'affaire va rapidement se couvrir de théories. Aucune n'est confirmée, mais toutes disent quelque chose du mystère Andrew Gosden. La première théorie, c'est la fugue. La fugue pour, je mets ça entre guillemets, pour voir ce que ça faisait de partir loin de sa famille. Andrew serait peut-être parti sur un coup de tête pour vivre une aventure, casser sa routine, tester ses limites. Londres, qu'il connaissait un peu par les musées visités en famille, pouvait représenter l'excitation, l'anonymat. Il avait 14 ans, 200 livres sterling en poche, pas de sac de voyage, pas de vêtements de rechange. Ça ressemble à un geste impulsif, plus qu'à un projet de disparition définitive. Son père pense d'ailleurs que peut-être Andrew s'est dit qu'il serait plus simple de demander pardon après coup plutôt que de demander la permission avant. Mais dans ce scénario, on se heurte rapidement à une vraie question. Si ce n'était qu'une fugue courte, pourquoi n'est-il jamais revenu ? Pourquoi n'a-t-il jamais repris contact avec ses parents ? La deuxième théorie qui est évoquée, c'est la mauvaise rencontre via Internet. L'idée qu'Andrew ait pu être attiré à Londres par quelqu'un rencontré peut-être en ligne a été étudiée. Sauf qu'en 2007, il n'a ni téléphone portable, souvenez-vous, il l'avait perdu, ni compte email connu, ni réseaux sociaux. L'ordinateur familial, ceux de l'école, de la bibliothèque ont été analysés. Rien qui indique une correspondance secrète ou un rendez-vous. Le groupe Sony, souvenez-vous, il jouait beaucoup à la console, a confirmé qu'il n'avait pas de profil en ligne lié à sa PSP. Son entourage le décrit comme peu intéressé par le social en ligne. Donc, cette théorie reste possible, mais non appuyée par des preuves. La troisième théorie, c'est le secret personnel, un mal-être inavoué. Ses parents ont évoqué publiquement la possibilité qu'Andrew ait pu être en questionnement sur son orientation sexuelle ou un autre aspect intime de son identité, et qu'il n'ait pas osé en parler. Ils ont expliqué qu'il l'aurait aimé de la même façon, quoi qu'il en soit, mais qu'Andrew ne s'en rendait peut-être pas compte. Il faut savoir, et ça c'est une statistique qui a été avancée à l'époque en tout cas, que les jeunes LGBTQ+, sont surprésentés parmi les fugueurs. Là encore, aucune preuve, mais les parents ont voulu ouvrir cette porte pour dire à Andrew, où qu'il soit, que rien, absolument rien, ne justifierait sa peur de revenir. Quatrième théorie qui a aussi été avancée, Andrew a-t-il voulu simuler sa mort pour refaire sa vie ailleurs, comme dans la série des années 70 qu'il adorait regarder. Le personnage principal simule sa mort pour refaire totalement sa vie ailleurs. Londres, avec ses millions d'habitants, ses foyers, ses jobs précaires, pourrait lui offrir l'anonymat. 200 livres sterling, c'est suffisant pour quelques nuits d'auberge, quelques repas. Peut-être pensait-il, je ne sais pas moi, trouver un job, se débrouiller au jour le jour. Cette hypothèse se mélange facilement avec une autre, celle d'une fugue qui tourne mal, d'un accident, d'une mauvaise rencontre. Cinquième théorie, qui encore une fois a été mise en avant, l'accident donc, ou le fait qu'Andrew ait mis fin à ses jours. La famille a forcément aussi envisagé le pire, un accident mortel. En 2011, ils vont financer eux-mêmes des fouilles sonars de la Tamise, au cas où Andrew serait tombé ou s'y serait jeté. Un corps d'ailleurs sera retrouvé, mais ce n'était pas lui. Quant au fait qu'il ait possiblement mis fin à ses jours, rien dans son comportement avant son départ ne pointait vers une lourde dépression. Dans son départ pour Londres, il emmène sa PSP. C'est pas vraiment compatible avec un projet de mourir dans les heures qui suivent. Sixième théorie, l'enlèvement, l'exploitation, le trafic. C'est la théorie la plus sombre. Andrew, vulnérable, pas forcément habitué de se mélanger à la foule dans des grandes villes, aurait pu être approché, manipulé, capturé par quelqu'un de mal intentionné. Dans, très certainement, ou après la gare. Londres n'est pas à l'abri des réseaux d'exploitation de mineurs, des gens qui recrutent des fugueurs, des jeunes à la rue. Cette théorie va longtemps rester dans le décor, mais sans preuve concrète. Jusqu'à un mystérieux rebondissement, bien plus tard, en 2021, dont on va parler.
Quand j'ai commencé à travailler sur cette affaire, j'ai évidemment effectué plusieurs recherches sur Internet et je suis tombé sur des forums où certains utilisateurs parlent évidemment de la disparition d'Andrew Gosden, puisqu'encore une fois, ça fait des années que cette disparition mystérieuse intrigue les enquêteurs, entre guillemets, d'Internet. Évidemment, il y a les images que je vous ai partagées qui sont partagées et repartagées sur les forums de discussion, les images de vidéosurveillance, mais il y a aussi d'autres photos beaucoup plus floues, de très mauvaise qualité, qui posent des questions, en tout cas qui suscitent les interrogations des internautes. À vous de me dire ce que vous allez en penser peut-être en commentaire. Il y a cette photo par exemple qui a été prise le 14 septembre 2007, donc le jour de la disparition d'Andrew Gosden. On est sur Trafalgar Square. On voit un homme avec cet homme, en tout cas à côté de cet homme, il y a une personne qui pourrait, selon en tout cas les internautes, ressembler à Andrew Gosden. Alors c'est très très difficile à dire évidemment parce que la photo est de très mauvaise qualité, mais en tout cas cette photo a été mise en avant. Est-ce Andrew Gosden ? Je ne pense pas, mais la question peut se poser. Et dans ces cas-là, si c'est lui, qui est ce monsieur ? Que fait-il avec lui ? Autre photo qui, elle, a été prise à la Brixton Academy. Pareil, le jour même, le 14 septembre 2007, on y voit un jeune homme dans la foule avec un visage qui pourrait ressembler à celui d'Andrew Gosden. Les lunettes, par contre, sont beaucoup plus rondes. Ça ne semble pas vraiment ressembler au jeune homme. Autre photo, celle-ci, là aussi, ça pourrait ressembler à Andrew Gosden, toujours le même jour, donc à la Brixton Academy, et puis un petit peu plus tard, dans un squat illégal, une sorte de partie illégale, on verrait un jeune homme qui pourrait ressembler aussi à Andrew Gosden, mais là aussi, c'est très compliqué de l'affirmer. Ces photos, encore une fois, n'ont pas du tout été confirmées, c'est important de le dire, mais on les trouve sur Internet, et il y a toujours ce point d'interrogation, est-ce que c'est Andrew Gosden sur ces photos ? Je vous laisse juge de tout ça. Malgré l'absence de réponse, le dossier Andrew Gosden ne sera jamais classé. C'est une affaire très mystérieuse et d'ailleurs c'est une affaire que vous m'avez souvent mentionnée en commentaire. En 2008, un homme va se présenter de nuit dans un commissariat à Leominster, disant via l'interphone qu'il a des informations sur Andrew. Le temps qu'un officier arrive pour lui ouvrir, l'homme s'est volatilisé. Plus tard, une lettre anonyme parvient à la chaîne BBC, évoquant un Andrew potentiellement aperçu à Shrewsbury. Impossible de savoir si c'est du sérieux, mais ça entretient une petite flamme pour la famille. Et si Andrew avait été vu vivant plus d'1 an après sa disparition ? En 2009, une image vieillie d'Andrew, à 16 ans, est diffusée. La même année, il devient le premier visage d'une campagne d'affichage sur des briques de lait au Royaume-Uni, comme on le fait parfois aux États-Unis. Son visage juvénile se retrouve alors dans les supermarchés, rappelant à chacun qu'Andrew manque quelque part, qu'il a disparu. Cette année-là, son père lance aussi un appel très fort en direction des communautés LGBTQ+, expliquant qu'ils accepteraient Andrew tel qu'il est, quel que soit son chemin, et qu'ils veulent juste savoir qu'il est en vie et en sécurité. En 2011, il y a cette fameuse recherche dans la Tamise, c'est un gros budget, avec beaucoup d'espoir, beaucoup de peur aussi, et ce soulagement mitigé, puisque, encore une fois, le corps retrouvé n'est pas celui d'Andrew. La question de l'eau est en partie écartée. En 2016 et 2017, la BBC va consacrer de nouveaux reportages à l'histoire d'Andrew. La police communique en expliquant qu'il continue de surveiller des signaux administratifs, des demandes de numéros d'assurance sociale, des dossiers d'opticiens, puisque Andrew était très myope, des admissions de personnes non identifiées dans les hôpitaux psychiatriques. On sent, entre les lignes, qu'il considère toujours possible qu'Andrew soit vivant, quelque part, peut-être sous un autre nom, peut-être dans l'incapacité de dire qui il est. En 2018, une piste va particulièrement frapper la famille. Quelqu'un contacte les Gosden pour leur dire qu'il a discuté sur un forum avec un utilisateur nommé Andy Roux. Souvenez-vous, Andy Roux, c'est le surnom qu'Andrew avait à la maison. Sur ce forum, cet Andy Roux raconte que son copain l'a quitté, qu'il est en galère de loyer. Quand on lui propose de l'aider, il répond qu'il n'a pas de compte en banque parce qu'il a quitté sa famille à 14 ans.
Il dit qu'il lui manque 200 livres sterling pour payer son loyer. Le pseudo, l'âge de départ, le montant, ça commence à faire beaucoup de coïncidences. Le profil en ligne indique en plus une localisation à Lincoln, au nord-est de l'Angleterre. La police essaie de remonter jusqu'à l'utilisateur, mais le site en question venait de changer sa base de données. Les mots de passe, les logs nécessaires ont été perdus. Impossible d'identifier le fameux Andy Roux. Pour Kevin, le père d'Andrew, c'est une immense frustration et on peut le comprendre. Il va se rendre plusieurs fois à Lincoln dans l'espoir de croiser un trentenaire ressemblant à son fils dans la rue, mais il ne trouvera rien. Vous le comprenez, cette piste, ce témoignage d'un certain Andy Roux en ligne relance fortement l'idée qu'Andrew pourrait être en vie quelque part, vivant peut-être en marge de la société, sans contacter sa famille. En 2018, Andrew aurait eu 25 ans, de nouvelles images d'âge avancé sont publiées pour montrer à quoi il pourrait ressembler. Peu de temps après, il y a un geste qui va beaucoup toucher la famille d'Andrew. Le groupe Muse, l'un des groupes préférés du jeune homme, découvre son histoire. Et à partir de là, le groupe relaie des appels à témoins sur ses réseaux, parfois même lors de concerts, afin que son visage soit vu par des millions de fans. Pour les parents, c'est très symbolique. Quelque part, les idoles d'Andrew contribuent à le rechercher. Pendant plus de 14 ans, aucune arrestation n'a lieu dans ce dossier. Puis en décembre 2021, coup de théâtre, la police de South Yorkshire annonce avoir arrêté 2 hommes, âgés de 38 et 45 ans, soupçonnés d'enlèvement et de trafic d'êtres humains en lien avec la disparition d'Andrew. Le plus âgé des deux est également suspecté de détenir des images pédopornographiques. Pour tout le monde, c'est un séisme, évidemment. Est-ce que, après toutes ces années, on a enfin mis la main sur les gens impliqués dans ce qui serait un acte criminel envers Andrew? Les appareils électroniques des suspects sont saisis. Ordinateurs, disques durs. La police prévient que l'analyse va être longue, probablement 6 mois à 1 an. Pendant ce temps-là, la famille retient son souffle. Ils n'en savent pas plus que ce qui est rendu public. L'espoir est là, mais teinté d'horreur potentielle, parce que si ces hommes sont impliqués, qu'est-ce que ça veut dire sur le sort d'Andrew? Finalement, en septembre 2023, la conclusion tombe. Aucune charge ne sera retenue contre les 2 hommes. Après près de 21 mois d'enquête, ils sont blanchis. La police se dit confiante sur le fait qu'ils n'ont aucun lien avec la disparition d'Andrew. On apprend au passage que si ces hommes avaient été ciblés, c'est à cause d'un signalement anonyme. Était-ce un canular, un règlement de compte, une suspicion sincère, mais infondée, on ne le saura jamais. Une chose est sûre, l'enquête retourne à son point de départ. Pas de suspect, pas de piste exploitable. En 2023, Andrew aurait fêté ses 30 ans. De nouveaux portraits vieillis, encore une fois, sont publiés, montrant un jeune homme dans la trentaine, peut-être avec une barbe, peut-être des lentilles à la place des lunettes. Mais au-delà de ces images, une nouvelle initiative va donner un gros coup de projecteur à son histoire. L'association Missing People s'associe à la société Trainline, l'application de billets de train. Le principe, diffuser des alertes géolocalisées de personnes disparues auprès des usagers de l'application. Par exemple, vous êtes dans telle région, l'application peut vous afficher la fiche d'une personne disparue dans ce secteur directement sur votre écran. C'est une avancée, ça peut permettre de diffuser plus largement, peut-être aussi de façon plus ciblée, des disparitions. Et le tout premier visage choisi pour lancer cette campagne, c'est celui d'Andrew Gosden. Le 15 novembre 2023, des millions d'utilisateurs voient donc apparaître sa photo d'adolescent, son nom et le numéro à appeler s'ils ont la moindre information. En parallèle, des écrans publicitaires dans de grandes gares, Londres, Leeds, Manchester, Glasgow affichent son visage, rappelant à tout le pays qu'un garçon de 14 ans a pris un train en 2007 et n'est jamais revenu. Kevin participera à la vidéo de présentation, il aura la voix tremblante. Il expliquera ceci. Si un système pareil avait existé en 2007, l'image d'Andrew aurait peut-être pu être montrée à des milliers de personnes. Aujourd'hui, Andrew aurait 32 ans. Ses parents n'ont jamais changé la serrure de la porte d'entrée au cas où il reviendrait un jour avec sa clé d'origine. Ils vivent avec cette absence tous les jours, entre
espoir et résignation. Mais il refuse de parler de lui au passé, tant qu'aucune preuve de décès n'a été trouvée. Andrew est devenu malgré lui l'un des visages emblématiques des disparitions non élucidées au Royaume-Uni. Son histoire apparaît dans les podcasts, les vidéos YouTube, les documentaires, les articles. On y répète toujours les mêmes détails qui donnent des frissons. L'uniforme soigneusement enlevé et mis dans la machine à laver, les 200 livres sterling retirés, le billet aller simple obstinément demandé, la PSP dans le sac sans chargeur, la sortie de King's Cross, les images et plus rien. La police continue à dire que l'enquête est ouverte. Une récompense de 20 000 livres sterling a été proposée pour tout renseignement crucial. Régulièrement, des appels à témoins sont relancés. De leur côté, encore une fois, les parents d'Andrew continuent de répéter le même message, année après année. Andrew, si tu entends ce message, on ne te jugera pas, on ne t'en veut pas. On veut juste savoir que tu es en vie, que tu vas bien. Tu peux revenir comme tu es. Cette affaire, vous le voyez, c'est celle d'un garçon ordinaire et extraordinaire à la fois, puisque encore maintenant on continue d'en parler. Ordinaire parce qu'il vivait dans une famille normale avec sa sœur, ses jeux vidéo, ses posters de métal, ses cours de maths. Extraordinaire parce qu'en l'absence de quelques heures, il a fait un choix qui a bouleversé la vie de tous ceux qui l'aiment. Un vendredi matin de septembre 2007, Andrew Gosden a quitté sa maison, a pris un train pour Londres et s'est évaporé. Est-ce qu'il est quelque part, vivant, sous un autre prénom, avec une autre histoire ? Est-ce qu'il a été victime d'un accident, d'un crime, d'une mauvaise rencontre qu'on n'a jamais réussi à relier à lui ? Personne ne le sait. Ce qui est sûr, c'est que quelqu'un, quelque part, sait quelque chose. Peut-être que cette personne a croisé Andrew ce jour-là. Peut-être qu'elle l'a hébergé. Peut-être qu'elle l'a vu dans une auberge, dans un foyer, dans la rue, dans un bar. Peut-être qu'aujourd'hui encore, elle se demande si ce garçon, c'était vraiment lui. Si un jour, ce quelqu'un parle, si un détail ressort, une image, une phrase, alors peut-être on pourra enfin donner une réponse à ses parents, à sa sœur, et refermer ou réouvrir cette histoire avec un petit peu plus de lumière. Voilà, c'est la fin de cette mystérieuse histoire qui est la disparition d'Andrew Gosden, et vous avez été très nombreux à me réclamer cette vidéo, et c'est vrai que cette histoire, ce visage, je pense, va rester de nombreuses années encore le visage d'une disparition totalement inexpliquée, le visage d'un mystère. C'est quand même fou de s'évaporer comme ça d'une gare, et surtout d'avoir un comportement qui est un comportement totalement différent du comportement habituel. À vous de me dire en commentaire, selon vous, quelle est la théorie la plus probable dans cette histoire. Et on en discute évidemment, on en parlera à la fin d'une prochaine vidéo. Je voudrais juste utiliser cette fin de vidéo pour déjà vous remercier pour cette belle année 2025 qu'on a pu vivre ensemble. Merci pour tous vos messages, merci pour tous vos commentaires, merci pour tous vos likes, pour tous vos suivis, merci pour votre fidélité, merci pour tous vos mots ici ou là, merci pour vos mots sympas quand on se rencontre dans la rue, parce que ça arrive de temps en temps. Merci pour la force aussi que vous apportez à cette chaîne. Merci pour la force que vous apportez à mon autre chaîne. J'ai aussi une chaîne secondaire. Vous êtes quelques-uns à suivre un peu les coulisses de ce qui se passe sur cette chaîne, mais aussi les coulisses de ma vie, entre guillemets, un peu plus intime peut-être. Je voudrais vous souhaiter pour 2026 tout ce qu'on peut souhaiter dans une année, c'est-à-dire de garder vos projets en tête, de garder vos rêves en tête, de garder vos proches aussi en tête. C'est hyper important, on le voit dans les différentes histoires que je traite sur cette chaîne, que un drame, malheureusement, touche tout le monde. Moi, chaque jour, je vous jure, c'est vrai, chaque jour, je vis avec cette idée que malheureusement, il peut se passer quelque chose de grave. Alors, c'est pas le fil conducteur de ma vie, évidemment, mais je vous jure, quand je vois mes filles le matin, je m'oblige à leur faire un bisou, leur dire que je les aime, parce que j'ai toujours peur qu'il se passe quelque chose. Et c'est sincère. Et si j'avais un mot à dire aujourd'hui, c'est quand vous croisez quelqu'un que vous aimez le matin, le soir avant de vous coucher. Vraiment. Prenez ce moment de quelques secondes de vous dire je profite de ce moment présent parce que malheureusement la vie passe trop vite et on ne sait pas ce qui peut se passer. Pensez juste à ça. Moi, c'est ce que je fais. En tout cas, c'est ce que je me dis à chaque fois que je suis avec des gens que j'aime. Je me dis, bon,
essaie de profiter de ce moment présent. Parce que on ne sait pas ce qui peut se passer. Moi, j'ai la chance encore d'avoir mes parents aujourd'hui. Mon père est âgé, hein, il va avoir 92 ans. Euh, il est en 92 ans, il est debout, il est en pleine forme. Enfin, c'est assez dingue. Et je me dis qu'il y a plein de gens qui n'ont pas cette chance d'avoir aujourd'hui des proches avec eux. Et je le sais, et donc j'en profite au maximum. Je sais que tout n'est pas éternel. Donc je profiterai de lui dire le 30, 31 que je l'aime. De dire à mes parents que je les aime. Même si, forcément, hein, ça peut faire le gars qui dit ça. Et non, c'est juste que, oui, il y a la vie de tous les jours, on est speed, on a plein de trucs à faire, on oublie d'appeler nos proches. Et des fois, ça soucie d'appeler ou de laisser un message. Mais juste, s'il y avait un truc à dire pour 2026, essayons de prendre plus le temps de dire aux gens qu'on aime, qu'on les aime. Voilà, je ne vais pas en faire une tartine. Je voulais juste vous remercier aussi sincèrement du fond du cœur pour tout ce que vous apportez au quotidien dans vos commentaires. Évidemment, il y a plein de messages pas sympas aussi, mais ça fait partie du jeu de YouTube. Tant que ça en reste que là, ça va. Je vous embrasse. On se retrouve en 2026. Prenez soin de vous et n'oubliez pas, la vérité n'est jamais très loin. Salut.